Après une entame de championnat compliquée, Xavi vient de remporter sa première victoire de la saison contre la Real Sociedad. Pourtant, les premières critiques, liées notamment à ses choix de composition d'équipe, n'ont pas tardé à émerger. Est-ce que les fans, les observateurs, les journalistes sont un petit peu trop exigeants avec l'entraîneur catalan? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui me titille un petit peu depuis quelques semaines, concernant la légitimité de l'entraîneur, d'un coach d'une grande équipe comme le FC Barcelone ou d'autres équipes européennes, et la marge de manœuvre qu'ils ont à définir l'équipe qu'ils veulent faire jouer, définir le style de jeu qu'ils veulent appliquer à leur équipe, définir la direction footballistique et la philosophie de jeu, sans avoir à subir les pressions, les reproches, les récriminations du public, de la presse, des observateurs divers et variés. J'ai commencé à constater cet élément-là avec toute la situation complexe que le FC Barcelone vit maintenant depuis 3 à 4 saisons, hein, depuis en gros depuis Valverde, hein, pour faire simple, voire même avant Valverde, hein, puisqu'on on a eu Tito Villanueva un petit moment, et puis on a eu le Tata, hein, Martinez aussi. Finalement, depuis le départ de Luis Enrique, et même pendant que Luis Enrique était là, il y avait quand même des critiques liées à son style de jeu, un petit peu plus direct que ne l'était celui de Guardiola par exemple. Et donc voilà, donc on a eu successivement des entraîneurs qui ont eu des styles différents, qui ont essayé pour la plupart d'adapter l'équipe à leur propre style. Je parle de Valverde, je parle de Koeman, où on avait complètement perdu la philosophie du FC Barcelone. Et là, pour une fois, depuis quelques temps, depuis Luis Enrique, pour les puristes, hein, pour ceux qui sont cruyffistes, vraiment ceux qui sont imprégnés de l'ADN de Johan Cruyff, le seul entraîneur cruyffiste depuis le départ de Luis Enrique, c'est Xavi Hernandez qui vient d'arriver. Et donc, suite à ce premier match nul contre le Rayo Vallecano, on a déjà vu un certain nombre de critiques arriver, à savoir donc est-ce qu'il avait mis la bonne compo d'équipe, est-ce qu'il avait choisi les bons joueurs, est-ce que l'équipe avait la bonne mentalité en allant sur le terrain. J'ai lu aussi pas mal de critiques disant finalement le jeu ne change pas trop par rapport à celui de Coman, je ne vois pas comment l'équipe a avancé malgré les millions dépensés en signature de nouveaux joueurs. Donc voilà, donc il y a eu, et c'est un petit peu normal, hein, c'est ce que charrie finalement le foot, hein, et puis les, euh, les événements comme ça qui passionnent les gens, donc les gens s'expriment et c'est tout à fait normal. Et moi je me pose un peu la question de savoir finalement le seul expert qui existe concernant effectivement la composition de l'équipe du FC Barcelone et la façon de faire jouer le FC Barcelone et, euh, et quels sont les joueurs à aligner, quel dispositif mettre en place, quels sont les joueurs en forme. Le seul sachant de cette histoire-là, c'est Xavi. Et éventuellement Laporta. Et encore, on va dire Laporta, lui, en tant que président, il doit être au courant de tout. Xavi doit lui faire un reporting sportif, à minima. Et lui est au courant de la situation économique. Donc c'est aussi le seul qui est capable de savoir si on peut signer ou pas signer, si on peut vendre ou pas vendre, etc. Enfin, si on doit vendre ou pas vendre. Tout le reste n'est que spéculation. Et Xavi est le seul qui peut savoir quelle équipe réellement mettre sur le terrain pour être complètement performante. Et il a une certaine légitimité pour ça. Premièrement parce que effectivement, c'est un joueur historique, emblématique, légendaire du club et du football mondial. Je vous remets ici un petit peu ces statistiques parce que je les ai repassées juste pour me remettre dans l'idée de qui était Xavi Hernandez, hein, en termes de compétences et d'expérience. Donc il est champion du monde, il est double champion d'Europe.
champion du Mondial des clubs 2 fois, voilà, Super Coupe d'Europe, il a 4 Ligues des Champions, enfin bref, il a gagné tout ce qui pouvait être gagné en fait, hein, ce joueur-là, pour être clair. Il a tout simplement remporté tous les trophées qu'il pouvait remporter, trophées collectifs. Évidemment, d'un point de vue individuel, il a remporté d'autres trophées, il n'a pas gagné le Ballon d'Or, mais on sait pourquoi. Il était effectivement contemporain avec un joueur qui était stratosphérique, qui s'appelle Léo Messi, qu'on le veuille ou pas, euh, même les années où il gagne tout, et ça c'est mon opinion, et je sais qu'il y a toujours des gens qui, euh, qui ont des opinions différentes là-dessus, mais c'est très très difficile de gagner un ballon d'or quand on a un extraterrestre comme Léo Messi, et si ceux qui ont un peu d'honnêteté, qui se refont les matchs de cette époque-là, la saison notamment où Léo Messi met plus de 90 buts, et qui voient les exploits que faisait Léo sur le terrain, à ce moment-là, c'est difficile de ne pas lui donner le ballon d'or, tout simplement, puisque c'est une récompense individuelle, encore une fois. Mais c'est un hors-sujet, on en parlera peut-être dans une vidéo spécifique sur le ballon d'or à un moment donné. Donc Xavi, lui, a non seulement une expérience plus que nécessaire et suffisante en tant que joueur, donc même plus que ses prédécesseurs, c'est les entraîneurs précédents, que ce soit Coman, que ce soit même Luis Enrique, euh, sportivement, il est même plus capé que Guardiola lui-même. Donc c'est vraiment difficile. Pour le coup, le respect, il s'impose. C'est un joueur qui a tout gagné, pour faire simple. Voilà. Il a tout gagné en étant capitaine, en faisant jouer l'équipe, en étant le métronome, en ayant des yeux derrière la tête, et il voyait tout sur le terrain. Bon bref, donc on peut pas douter de sa qualité de ce point de vue-là. Et en tant qu'entraîneur, il est parti ensuite à l'Assad, au Qatar, et il a fait ses preuves dans une petite équipe, qu'il a fait gagner le championnat, et donc voilà. Donc pour moi, il a largement les grades nécessaires pour ne pas être remis en question. Et l'autre point que je souhaitais aborder aussi, pourquoi, de mon point de vue, les observateurs devraient juste se taire et laisser faire Xavi Hernandez, c'est tout simplement parce que lui est au quotidien avec les joueurs. Il est au quotidien, sur les entraînements, il a les rapports médicaux, il leur parle. On sait que c'est un entraîneur qui est très proche des joueurs, qui parle à chacun des joueurs, qui n'est pas distant, comme peuvent être d'autres entraîneurs, hein, qui mettent uniquement les schémas d'entraînement, qui expliquent un petit peu le schéma tactique nécessaire, ensuite qui laissent les adjoints mettre en place les ateliers. Non, lui est présent, discute avec chaque joueur, leur dit ce qu'il attend d'eux, prend également leurs remarques et leurs demandes en considération, et pour établir un système le plus efficace possible. Donc c'est un entraîneur qui est présent avec les joueurs. Donc lorsqu'il aligne une équipe et qu'il met des joueurs sur le terrain, il le dit toujours en conférence de presse, j'ai mis l'équipe la plus à même de remporter la partie, compte tenu de la situation de la semaine, du moment, donc les blessures, les états de forme, les situations psychologiques, et l'adversaire également, en face, hein, quel est son état de forme, quels sont ses points forts, ses points faibles, etc. Et en règle générale, il ne se trompe pas. Je vais prendre un exemple pour lequel effectivement j'ai vu quelques remarques monter. La titularisation de Ferran Torres contre la Real Sociedad. Moi, j'en avais parlé, mais j'imaginais d'abord Aubameyang titulaire, ensuite Ansu Fati, et puis Ferran Torres était mon choix numéro 3, numéro 4. Je ne pensais pas qu'il pourrait partir titulaire. Mais Xavi l'a mis titulaire. Bon, alors on se dit, bah oui, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Les remarques, c'est bien pourquoi ils mettent Ferran Torres est nul, il n'a pas joué une minute, etc., etc. Et que nous dit Xavi en conférence de presse, lorsqu'on lui pose cette question? Il dit, bah écoutez, j'ai fait un choix tout simplement par rapport à l'état de forme et aux entraînements de la semaine. Voilà. À ce qu'ont démontré les joueurs pendant la semaine d'entraînement qui précède le match. Et ceux qui ont joué un petit peu au foot savent comment ça se passe, effectivement. Il y a toute la semaine d'entraînement, les joueurs font des efforts, et ils sont récompensés, d'abord pour leurs efforts et leur engagement lors de la semaine d'entraînement, et ils jouent le week-end, et aussi par rapport à leur état de forme. Donc les entraîneurs observent l'équipe, et ils disent, bah voilà, ce joueur-là, il arrive un petit peu court.
OK, c'est un très bon joueur, mais cette semaine, j'ai bien vu pendant les entraînements, les matchs, les oppositions, qu'il n'était pas à 100% de ses capacités. Donc je ne vais pas le mettre, tout simplement, ou je vais le mettre en deuxième mi-temps. Lui a fait une semaine brillante, il est en forme, c'est lui que je vais mettre. Donc hormis, allez, on va dire 2, 3 joueurs qui sont incontournables, mais en règle générale, ce sont des joueurs qui ont déjà fait leurs preuves. Je parle d'un Léo Messi, d'un Cristiano, et même eux, de temps en temps, il peut y avoir un entraîneur qui les met sur le banc, mais en règle générale, hormis ces joueurs-là que l'on connaît tous très bien, ou comme Ronaldinho, hein, qui pouvait faire des entraînements hyper légers, qui pouvait sortir le soir, et il était toujours performant sur le terrain. Mais des joueurs comme ça, il n'y en a pas 50. La plupart du temps, c'est la semaine d'entraînement qui est sanctionnée en fin de semaine, et qui dit effectivement, qui détermine la présence ou pas du joueur sur le terrain. Donc Xavi a été très clair, il a dit tout simplement, au vu de l'entraînement de la semaine, Ferran Torres a été le plus méritant. C'est lui qui était le plus en forme, c'est lui qui a fait le plus d'efforts, qui était le plus engagé, il était bien au-dessus de Ansu Fati, donc c'est lui qu'on a mis titulaire, ce qui est logique. Vous voyez, il y a aussi une question de mérite. Donc, il n'est pas normal qu'un joueur laisse tout sur le terrain pendant l'entraînement, qu'il est hyper ponctuel, qu'il a un état d'esprit irréprochable, et qu'en fin de semaine, il voit son petit copain qui a traîné les pieds toute la semaine, qui n'a même pas respecté les règles de vie, etc. Et lui est tout le temps titulaire. Donc nous ne serions pas dans une méritocratie, et c'est ce que l'on voulait voir installé, hein, c'est ce que l'on reprochait beaucoup à Koeman, voire même à Valverde, c'est que les cadres jouaient tout le temps, peu importe qu'ils soient bons, pas bons, etc. Là, Xavi instaure quelque chose d'extrêmement sain et équilibré au sein de l'équipe, à savoir, vous méritez de jouer, vous êtes en forme sur le moment, vous jouez, peu importe votre nom, il l'a dit. Ce ne sera pas une question de nom, ce ne sera pas une question d'expérience ou de longévité dans le club, est-ce que vous êtes un ancien ou pas, ce sera une question de mérite. Et c'est le cas. Et c'est le cas de Baldé. Baldé, titulaire, tout simplement. Peu importe que Jordi Alba soit un des capitaines, etc. D'ailleurs, vous avez noté certainement que le capitaine était Ter Stegen, parce qu'il n'y avait aucun capitaine, aucun des 4 capitaines sur le terrain, ni Busquets, ni Piqué, ni Alba, ni Sergi Roberto. Donc il a tout simplement joué, et ils ont remporté la partie brillamment, 1-4, contre un des adversaires les plus coriaces du championnat, avec aucun des capitaines. Donc c'est vraiment une question de mérite, et c'est ce que Xavi est en train de mettre en place. Raison pour laquelle je dis toujours, il faut laisser faire l'entraîneur. S'il décide d'aligner ces personnes-là, c'est qu'il sait mieux que nous, c'est qu'il les côtoie au quotidien, c'est qu'il les entraîne. Parfois le joueur est en forme, mais psychologiquement il n'est pas là pour des raisons personnelles, parce qu'il y a un transfert qui est en train de se négocier, il y a une situation compliquée personnelle que l'on ne connaît pas, et le joueur n'est pas aligné. Il y a une ribambelle de facteurs qui font que l'entraîneur, à la fin, fait un choix de compo, que nous ne sommes pas supposés comprendre, parce que nous ne vivons pas avec eux au quotidien, tout simplement. Donc c'était mon point. Le point était de dire, il faut laisser aux gens, au staff technique, et aux gens qui sont au quotidien dans le club, avec les joueurs, leur faire confiance, et ne pas questionner à chaque fois qu'il y en a un qui joue, il y en a un qui joue pas. Certains ont réclamé, après après la rentrée de Jong contre le Rayo Vallecano, oui, mais c'est pas normal, pourquoi De Jong n'est pas titulaire, il devrait l'être tout le temps, vous avez vu comment il est rentré, il a superbement bien joué, bon, il était titulaire le match d'après, il a fait une erreur qui coûte le but. Et les mêmes personnes disent, oui, mais c'est pas normal, De Jong, De Jong ne peut pas remplacer Busquets, etc. Donc voilà, donc on peut critiquer, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de critiquer, il faut s'exprimer. D'ailleurs, je m'exprime, c'est pour ça. Donc, les espaces de discussion et d'échange, comme les chaînes YouTube ou les forums, etc., et les journalistes ont le droit de s'exprimer. On est dans la liberté d'expression, c'est tout à fait normal. Mais dans une certaine mesure, il faut comprendre que la personne la plus compétente, celle qu'on a choisie pour, hein, puisque le président a été élu par les associés, donc les socios du club, et donc le président, lui, nomme l'entraîneur, donc voilà, c'est démocratique, hein, tout simplement, et donc à partir de là, tous ces choix-là sont liés au choix des socios et des fans et de tous ceux qui suivent le club. Donc il faut donc faire confiance au process, encore une fois, et laisser Xavi
mettre en place petit à petit sa dynamique. Donc, oui, moi je suis de ceux qui pensent que l'entraîneur a toujours raison, hormis des cas extrêmes où il y a des bisbilles personnelles entre l'entraîneur et les joueurs, etc. Mais le joueur n'est pas connu pour ça, le joueur est de la maison, il a grandi là-bas, donc il connaît mieux que quiconque encore ce club, donc il y est étroitement lié. Donc moi je lui donne les clés du camion et je ferme les yeux, quoi. J'ai pas besoin de savoir, je sais qu'il va conduire pour le bien du club, et donc forcément, il va nous amener vers un certain succès, peu importe le temps que ça prendra, si ça prend 1 saison, 2 saisons, nous sommes dans la bonne direction. Voilà, donc je voulais réagir un petit peu à ces éléments-là, donc il faut faire confiance à Xavi, il ne faut pas critiquer après chaque match dès qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas bien. Ah bah oui, mais il n'aurait pas dû faire ça, etc., etc. Il a ses raisons de le faire, et quand on voit ses résultats jusqu'à maintenant, c'est plutôt probant. Il a insisté beaucoup pour Dembélé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il avait raison d'insister. Il savait de quoi il parlait. Donc il faut à chaque fois ne pas se laisser emporter par l'émotion du moment. D'ailleurs, petite parenthèse drôle, je voulais vous partager ce tweet de Melvin Pastore sur Twitter sur Ousmane Dembélé. Donc voilà, en espagnol, hein, qui dit qu'Ousmane Dembélé effectivement a généré 66 buts au FC Barcelone, 33 du pied droit, 15 buts et 18 passes décisives, et 33 du pied gauche, 18 buts et 15 passes décisives. Donc ce qui est assez troublant, c'est assez drôle de voir à quel point ce joueur continue à nous étonner. Il est parfaitement ambidextre, et même les stats le démontrent. Il va falloir il a encore un potentiel, il peut encore, je pense, comme dit Xavi, devenir l'un des meilleurs, voire le meilleur à son poste du monde. Donc on espère qu'il continuera à être performant. Donc, un autre sujet rapidement, je voulais parler aussi du match de ce soir, donc entre le FC Barcelone et Manchester City, donc match amical, match caritatif, hein, donc pour combattre, c'est un match les dons vont être reversés donc à l'association ELA, qui est une association qui lutte contre une maladie génétique orpheline, hein. Donc c'est l'association ELA, donc à l'initiative de Juan Carlos Unzué, qui est l'ancien entraîneur adjoint du Barça, qui est un très bon entraîneur aussi, hein, et qui en souffre. Donc très belle initiative, donc Xavi contre Pep Guardiola, donc les deux équipes et l'ancien de la maison. Donc on sent que Guardiola est quand même toujours très étroitement lié au Barça. Et ça, c'est toujours sympathique, hein, à voir. Il ne s'en cache pas, il en parle même s'il est entraîneur d'un autre club. Alors moi, la réflexion que je me faisais sur le match de ce soir, c'était, est-ce que c'était une bonne idée, d'abord? D'un point de vue caritatif, oui. Génial, top. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de places qui ont été vendues, donc ça va être une très bonne chose pour lutter contre cette maladie, qui est quand même, quand on voit Unzué, on voit que c'est une maladie quand même qui est terrible. En revanche, le choix de l'adversaire, je ne sais pas, parce que Manchester City, c'est pas n'importe quoi, et je ne suis pas certain que si le match se passe, si c'est vraiment un match amical qui se passe dans une bonne ambiance, avec aucune volonté d'écraser l'équipe adverse, si la dimension de compétition n'est pas prégnante, alors à ce moment-là, ça va bien se passer. Les deux équipes, voilà, un peu comme un match d'exhibition, on va voir les joueurs qu'on aime jouer, on va voir Hollande contre Lewandowski, chacun, ça va se terminer sur un 2-2 ou un 3-3 bien arrangé, et aucun joueur ne sera blessé, etc. En revanche, s'il y a un petit peu de compétition, et on est en plein milieu de la compétition, les deux championnats sont lancés. Donc si les deux équipes décident de jouer un petit peu normalement, la logique voudrait quand même que City l'emporte, puisque c'est une équipe qui est beaucoup plus prête, elle est clairement pour le moment 1 ou 2 classes au-dessus du FC Barcelone. Je ne suis pas certain que ça serait bien pour le moral, la dynamique du Barça aujourd'hui, que de prendre une petite raclée là contre City, même une défaite, quoi. Je suis pas certain que ça fera, je pense que ça fera un peu désordre dans la dynamique actuelle. Je suis pas certain que le timing a été bien choisi. C'était pour moi un match qui aurait dû être fait en pré-saison,
et non pas comme ça au milieu de la compétition. Donc le timing est un peu étrange pour moi. Je ne sais pas comment les deux équipes vont prendre cette compétition. Est-ce qu'elles vont y aller à fond ou pas? Donc je m'interroge, voilà, sur le timing. Le fond me convient parfaitement et je trouve ça génial. Et ceux qui peuvent assister à cette exhibition, ben, je pense en auront pour leur argent. C'est très sympa. Sportivement, je suis pas certain que les deux équipes vont dévoiler leurs 11 types et y aller à fond. Mais par contre, ça pourrait faire tâche s'il y a une défaite, notamment pour le Barça. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez que c'était une brillante idée ou pas, ou est-ce que ce sera comme un match d'exhibition, à savoir que les deux équipes vont s'arranger pour finaliser le match avec un gentil match nul, quelques buts des stars des deux équipes, et ça va se terminer comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, pour nous permettre d'être encore mieux référencés par YouTube et permettre à plus de monde de connaître Barça Today. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.